On l'avait évoqué la dernière fois. Donc l'archéologie biblique. En guise d'introduction pour cette étude, je voudrais définir les deux termes, archéologie biblique. Parce que si, depuis un peu plus d'un siècle maintenant, l'archéologie biblique était une évidence pour tous ceux qui s'y livraient, en quelque sorte, aujourd'hui, le terme même lui-même est contesté. Et justement, nous allons voir sur quel point porte cette contestation, et si oui ou non, malgré cela, on peut continuer encore en 2003 de parler d'archéologie biblique. Premier point, donc, archéologie. Archéologie vient de deux mots grecs, archéos et logos. Archéos, ce qui est ancien, logos, discours, science. L'archéologie, c'est donc la science de l'ancien. Bon, alors tout de suite une question se pose. Quelle différence y a-t-il entre l'archéologie et l'histoire? L'histoire n'est-elle pas aussi finalement la science de l'ancien? La différence entre l'histoire et l'archéologie, c'est que l'histoire travaille sur des documents écrits essentiellement, ou des témoignages. L'archéologie travaille sur des vestiges matériels des civilisations disparues. C'est la grande différence entre les deux sciences. Mais il est évident que si elles ont des champs d'investigation différents, disons, la visée est la même. La visée, c'est la reconstitution du passé. Il ne faut donc pas s'étonner que, entre science et archéologie, entre histoire et archéologie, je veux dire, il y ait des points communs, des passerelles nombreuses. Et justement, ça aussi, un des points actuels sur lesquels porte la contestation, c'est que les nouveaux archéologues, comme on les appelle, voudraient totalement dissocier l'histoire et l'archéologie, faire en sorte que l'archéologie suive un cheminement qui soit totalement indépendant de l'histoire. Dans la mesure où justement la Bible est aussi une histoire, disons, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on ne veut plus aujourd'hui parler d'archéologie biblique. En fait, c'est une vue de l'esprit que de vouloir séparer archéologie et histoire. Et somme toute, c'est un petit peu une des tendances aujourd'hui de notre monde moderne, de vouloir conduire à une spécialisation excessive, n'est-ce pas? Finalement, vous savez, la boutade qu'on entend partout. Le bachelier est celui qui ne sait rien sur tout. Le spécialiste est celui qui sait tout sur rien. Finalement, c'est un petit peu la démarche actuelle. On ne veut plus de savoir encyclopédique. Et même à l'intérieur de l'archéologie, la tendance actuelle, c'est de spécialiser à fond les différentes disciplines, parce que c'est vrai que au début, disons, l'archéologie, comme bien des sciences, était une science empirique. Ceux qui ont lancé la science archéologique étaient essentiellement des diplomates. C'était à la fin du XIXe siècle. Les consuls et ambassadeurs occidentaux dans les pays bibliques, Irak, ça a commencé là-bas, Égypte, bon, il faut remonter on pourrait remonter finalement au début du XIXe avec l'expédition de Napoléon en Égypte et en Moyen-Orient, puisque dans ses bagages, dans les fourgons de son armée, Napoléon avait emmené avec lui justement des spécialistes, et vous savez que c'est de l'expédition d'Égypte que date le déchiffrement de la fameuse pierre de Rosette, qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes, n'est-ce pas? Avec Champollion, donc. Bon, à partir de l'expédition de Bonaparte, on peut dire qu'il y a eu en Occident un engouement pour l'Orient, le mythe de l'Orient, le mirage de l'Orient, sur lequel on vit encore d'ailleurs, et qui est en train de nous entraîner à notre perte, soit dit en passant. Donc c'est développé considérablement. Sur les pas de Bonaparte, on a vu au XIXe siècle une flopée d'occidentaux qui ont redécouvert l'Orient. L'Orient
qui était devenue terra incognita, on pourrait dire à peu près autant que l'était l'Afrique. Pratiquement l'Occident s'était désintéressé du Moyen-Orient depuis l'époque des croisades, depuis l'échec des croisades. Et c'est l'expédition d'Égypte de 1799 qui a donc redonné le goût de l'Orient, l'orientalisme. Il y a eu un peu partout des chaires d'orientalisme qui ont été créées dans les grandes universités occidentales. Et alors des savants sont allés sur les traces de Champollion. Et alors justement, dans la mesure où aussi il y a cette redécouverte de l'Orient s'accompagnait aussi d'une redécouverte politique, de plus en plus de diplomates se sont trouvés donc dans des régions telles que l'Égypte, l'Irak, la Syrie, la Turquie, l'Iran, ce que l'on commençait à appeler la Palestine à cette époque-là, qui était en fait une partie de la Syrie, n'est-ce pas? Bref, des missionnaires aussi ont eu à cœur d'évangéliser ces populations, notamment les Juifs. Et alors, les missions chrétiennes en Palestine, comme on les appelait, se sont multipliées. Bon, très vite, ces diplomates, missionnaires et autres gens du même acabit ont commencé à s'ennuyer ferme, là où ils étaient, parce que finalement, le Moyen-Orient était une espèce de château de la Belle au bois dormant qui dormait. Hein. Et alors, les diplomates et missionnaires n'avaient rien à faire. Aussi bien l'islam était pratiquement imperméable à la mission chrétienne que le judaïsme. Finalement, les missionnaires chrétiens n'ont eu de succès que dans les populations qui appartenaient aux églises chrétiennes historiques, telles que grecs orthodoxes, coptes, syriaques, jacobites, nestoriens, chaldéens, assyriens, tout ce que vous voudrez. C'était finalement là seulement qu'ils ont eu du succès. Et alors, finalement, pour occuper leurs loisirs forcés, les uns comme les autres ont commencé à explorer le pays. Et notamment ceux qui étaient en poste dans les pays de géicisation, Égypte et Mésopotamie essentiellement, se sont rendus compte qu'on trouvait par exemple dans les environs de Ninive ou de Babylone, l'ancienne Babylone, par exemple un tas de tablettes écrites, avec des signes bizarres qui étaient gravés sur elles. Bon, ça traînait comme ça à la surface du sol, où dès qu'on creusait, on en trouvait, etc. Et alors, justement, ils sont arrivés à la conclusion que ça devait être certainement des écritures anciennes. Bon, on venait juste de réussir à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, et alors, donc, on s'est mis à essayer de déchiffrer ces fameuses tablettes que l'on a commencé à appeler, pour cette raison, tablettes cunéiformes. Et alors les consuls anglais, français, russes, essentiellement allemands, hein, passaient leur loisir à recruter des indigènes pour creuser les sites qui étaient donnés comme les villes anciennes. Et c'est ainsi qu'est née l'archéologie, donc d'une manière tout à fait empirique. Parmi les plus célèbres archéologues amateurs, c'était des archéologues amateurs, on peut dire à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas de science archéologique. Hein. Citons donc le consul français Paul-Émile Botta, qui était en poste justement à Bagdad à cette époque-là, et qui a commencé donc les premières fouilles sérieuses qui ont eu lieu donc dans la région de basse Mésopotamie, de haute Mésopotamie aussi d'ailleurs, Ninive, etc. Un autre qui s'appelait Legard. Le premier qui réussit à déchiffrer les fameuses tablettes cunéiformes était un Anglais qui s'appelait Sir Edward Rawlinson. Bon, d'autres aussi se sont lancés dans cette science. En Égypte aussi, donc il y a eu afflux de ce qu'on a commencé à appeler alors à l'époque les égyptologues. L'égyptologie est véritablement devenue une science. Ça a été donc les grandes explorations de la vallée des rois, des grands temples de Karnak, de Luxor, de Nubie, les temples de Haute-Égypte, etc. Enfin bref, tout le grand essor de l'égyptologie et de la redécouverte de l'Égypte pharaonique. Hein.
On a commencé à un degré moindre, à cette époque-là aussi, à s'occuper de la terre d'Israël. Là, ce sont plutôt finalement les missionnaires et finalement aussi des explorateurs qui sont venus de partout, y compris d'ailleurs des hommes de lettres. Parmi les plus célèbres, nous avons les Français, n'est-ce pas? Chateaubriand était un des premiers, mais aussi Pierre Loti, Lamartine, bien d'autres aussi, n'est-ce pas? Le comte de Lille et autres sont venus aussi explorer donc le pays biblique. Et alors justement, dès que les premières fouilles de Mésopotamie en particulier ont été assez impressionnantes, et les premières tablettes qui ont pu être déchiffrées ne l'ont pas été moins. Le XIXe siècle était l'époque où fleurissaient en Occident, après le siècle des Lumières, et notamment en Allemagne, la critique biblique. Nous avons entendu parler de cela, n'est-ce pas? Notamment la fameuse théorie de Wellhausen, selon laquelle le Pentateuque était composé de documents hétéroclites qui avaient été écrits par 4 auteurs différents à 4 époques différentes, qui avaient ensuite été assemblés pendant l'exil de Babylone pour former le Pentateuque tel que nous connaissons, et finalement faussement attribué à Moïse. Que tout ce qui était dans la Bible était souvent légendaire, on ne pouvait pas y porter foi, etc. etc. Et là, justement, les découvertes de Mésopotamie en particulier ont soudain jeté une lumière tout à fait nouvelle sur le texte biblique. C'était soudain une redécouverte du terreau dans lequel la Bible était née. Et notamment justement des anciennes civilisations dans lesquelles les patriarches avaient vécu. Ça a été la découverte d'un peuple qui était totalement inconnu et totalement ignoré, qui était le peuple sumérien, qui remontait alors là vraiment aux aurores de l'humanité, et qui est apparu comme étant la plus ancienne de toutes les civilisations connues, ce qui reste vrai encore aujourd'hui, entre parenthèses, malgré le fait qu'aujourd'hui les nouveaux historiens veulent absolument, pour faire mentir la Bible une fois de plus, que la civilisation ne soit pas née donc en Mésopotamie, comme le dit la Bible, mais en Chine et autres lieux semblables. Bon, c'est un mythe aussi. Et alors on a découvert, par exemple, dans les tablettes cunéiformes, le récit de la création, le récit du déluge, la ville d'Ur en Chaldée, d'où était parti Abraham, et notamment les fouilles qui ont été effectuées là-bas par un Anglais, Sir Leonard Woolley, ont permis de découvrir l'extrême développement de cette civilisation, son caractère absolument brillant, qui a absolument stupéfait les chercheurs qui en étaient encore, si vous voulez, aux idées darwinistes, vous savez, d'une évolution sur laquelle l'humanité aurait évolué de l'homme des cavernes jusqu'à, évidemment, l'homo modernicus, je ne sais pas comment il faut dire, n'est-ce pas? Plus que l'homo sapiens, bien sûr. Et là, justement, c'était véritablement stupéfiant. Alors, on a fait 2 lectures différentes de ces découvertes. La première, une lecture qui était donc libérale et anti-biblique, si j'ose dire, et notamment, justement, est apparu au début du siècle dernier un ouvrage qui, en Allemagne, a fait un bruit terrible, qui s'appelait Babel und Bibel. Babel et la Bible. En allemand, ça rime Babel, Bibel, la Bible. Son auteur était un certain professeur de Litch qui reprenait, qui était hébraïsant d'ailleurs, et qui reprenait un petit peu justement les premières fouilles qui avaient été effectuées, et qui concluait que finalement le récit du déluge, le récit de la création était finalement une copie de ce qui avait été déjà élaboré par les Sumériens qu'on venait de découvrir. Bon, toute l'Allemagne parlait de ces découvertes-là. C'était un tremblement de terre, un véritable séisme, n'est-ce pas, pour la culture de l'époque. Finalement, bon, aujourd'hui, plus personne ne tient pour vrai les élucubrations du professeur Delitzsch. Mais enfin, à l'époque, c'était donc quelque chose d'à fait impressionnant. Alors donc, on pensait que l'archéologie naissante allait apporter le coup de grâce final à l'autorité de la Bible. Et voilà justement que c'est le contraire qui s'est produit. Quelques exemples parmi d'autres.
les Hittites, dont il est question souvent dans la Bible, étaient absolument inconnus, en dehors justement de ce que la Bible en disait. Et on avait conclu un peu vite que c'était un peuple entièrement mythique, un peuple qui n'avait jamais existé et qui était une invention de toute pièce de la Bible. Dans ces années-là, on a découvert à Borgoskoy, dans l'actuelle Turquie, justement, une cité absolument monumentale, extrêmement développée, avec une écriture aussi, des écritures qui étaient totalement inconnues, qu'on a fini par réussir à déchiffrer, ça. Et on s'est rendu compte, en fin de compte, qu'il s'agissait là de l'empire hittite dont la Bible parlait. On en trouvait d'autres confirmations, si besoin était, dans des sources égyptiennes que l'on venait de déchiffrer aussi grâce aux découvertes de Champollion, où Ramsès II, le célèbre Ramsès II, se vantait d'avoir vaincu le roi des Hittites, si bien que ce peuple mythique, maintenant, n'est plus mythique du tout. Même chose en ce qui concerne les Philistins. Les Philistins, il n'en est question nulle part ailleurs que dans la Bible, et par conséquent, on a conclu aussi de la même manière que les Philistins étaient un peuple entièrement mythique, inventé de toutes pièces par la Bible, jusqu'au jour, justement aussi dans les annales de Ramsès III, et dans d'autres découvertes qui ont été faites et qu'on ne cesse de faire depuis, n'est-ce pas, il était question des Paloutim, Plishtim, en hébreu, n'est-ce pas, on se rend compte que la racine est absolument la même. Et là, donc, on avait redécouvert ce peuple qu'étaient les Philistins. Bon, je ne m'arrêterai pas, c'est par dizaines et dizaines qu'on prendrait des exemples qui ont confirmé, justement, par lesquels l'archéologie a confirmé donc l'authenticité du texte biblique, l'archéologie naissante. Si bien que, justement, au moment où la critique rationaliste du XIXe siècle essayait de détruire l'autorité biblique, les fouilles des chercheurs apportaient constamment des preuves, n'est-ce pas, de l'authenticité du texte biblique. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'authenticité du texte biblique a été, pas pour les croyants bien sûr, parce que c'est évident que notre foi ne repose pas sur les découvertes de l'archéologie, ni sur n'importe quelle autre science, parce que finalement toute approche scientifique du texte biblique est de toute façon contraire à l'approche croyante. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, dira l'Épître aux Hébreux, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été créé de choses visibles, et non pas par les découvertes de la science. Maintenant, évidemment, quand les sciences, quelles qu'elles soient, viennent confirmer le texte biblique, pourquoi pas, c'est le bienvenu. Mais enfin, notre foi ne repose pas là-dessus. Finalement, l'approche croyante du texte biblique part d'un a priori que la Bible est fiable, que le texte biblique est fiable. C'est ce que la Bible affirme, et puis les expériences faites, qui sont conformes à la Bible, nous ramènent aussi à cette certitude que la Bible est vraie. Donc notre foi, bien sûr, est totalement indépendante des découvertes, quelles qu'elles soient. L'approche scientifique, qu'elle soit archéologique, qu'elle soit historique, qu'elle soit astronomique, tout ce que vous voudrez, paléontologique, n'importe quoi, part d'un a priori contraire, qui est finalement la démarche cartésienne, la mise en doute systématique. Le savant, lui, met systématiquement en doute ses sources a priori, jusqu'à ce qu'il les ait prouvées vraies, jusqu'à ce qu'il ait trouvé des preuves qu'elles sont vraies. Toute démarche scientifique suit ce processus-là. Et sur ce plan-là, de fait, la démarche scientifique, dans son approche, est absolument antinomique avec la démarche de foi. Alors ceci pour dire que justement, là, nous ne sommes pas dans l'archéologie n'avait pas, comment dire, comme but premier de confirmer la Bible. Et finalement, lorsque nous faisons de l'archéologie biblique, notre but n'est pas non plus celui-là. Notre but, c'est de la mieux comprendre.
Or, il se trouvait justement que l'archéologie confirmait la Bible. Bon, ça gênait ceux qui voulaient la mettre en doute. Et ça confortait les autres, si on veut. Mais finalement, c'est toute l'ambiguïté aussi de ce qu'on appelle l'archéologie biblique. Ceux qui veulent aujourd'hui nier qu'il existe une archéologie biblique disent finalement, ceux qui ont les premiers fouilleurs fouillaient pour avoir des confirmations de la Bible. Et finalement, l'archéologie ne devrait pas avoir ce but. Là, je rejoins pleinement cette pensée. L'archéologie a pour but de mieux comprendre le texte biblique. Et finalement, les sciences de la Bible, sciences auxquelles nous avons recours, qu'elles soient historiques ou autres, n'est-ce pas, n'ont pas pour nous la même approche que celle des savants athées dont je parlais tout à l'heure. Pour nous partons de l'a priori inverse, la Bible est vraie, et par conséquent, si nous aurons, par exemple, quand nous allons trouver, je ne sais pas moi, un texte de Ramsès II, texte de Ramsès II, nous allons avoir évidemment une approche scientifique, nous allons dire, bon, est-ce que ce texte est authentique, est-ce qu'il est vraiment de Ramsès II, est-ce que c'est un faux, etc. Ça, nous allons nous poser cette question. Et puis après, nous dire, mais comment ce texte-là, quelle lumière vient-il jeter sur la Bible? C'est surtout ça. Voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'il existe une archéologie biblique. L'archéologie vient essentiellement éclairer le texte biblique, et incidemment, elle vient le confirmer. Bon. Comme disait le professeur Lenson Gluck, qui était un grand archéologue des années 30 du siècle dernier, 30-40, jamais l'archéologie n'a pu démontrer que le texte biblique était faux, de toute manière. Bien des années ont passé depuis que le professeur Nelson Gluck a écrit cela. Je pense que ça reste vrai. Ça reste vrai malgré les affirmations tonitruantes de gens comme Finkelstein et autres nouveaux archéologues, n'est-ce pas, qui finalement ont prétendu prouver, finalement quand on analyse leur travail, on se rend compte qu'ils n'ont rien prouvé du tout. Ils ont asséné leurs doutes et leurs soupçons a priori, sans plus, n'est-ce pas? Bon. Donc, si vous voulez, le débat porte là-dessus. Et finalement, je dirais, pour nous, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que finalement, nous n'avons pas besoin de l'archéologie pour confirmer l'authenticité de la parole de Dieu. Quand elle le fait, tant mieux. Elle ne le fait pas toujours, parce que quand vous allez trouver, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais vous dire, moi, un théâtre grec à Beth-Shan, par exemple, ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien. Incidemment, vous pourrez dire, à l'époque de Jésus, il y avait une ville comme ça où on faisait du théâtre. Alors on pourra en tirer peut-être quelques conclusions, en disant, ceux qui font du théâtre maintenant, jamais le Nouveau Testament. Si on n'avait pas fait cette découverte, on ne saurait pas qu'en lisant le Nouveau Testament, il y avait un théâtre à Beth-Shan, tout simplement parce que les auteurs du Nouveau Testament, le théâtre, ça les intéressait pas du tout, mais alors pas du tout. C'était le dernier de leurs soucis. Or, pourtant, si le théâtre avait été un moyen d'annoncer l'Évangile, ça existait. Ça existait même dans le pays d'Israël. Ça existait même à Tsipori, à 10 kilomètres de Nazareth. Même certains pensent que Jésus, en tant que charpentier, et donc aurait pu aller travailler dans cette ville pour construire des choses comme ça. Bon. Ça, je laisse cette responsabilité à leur auteur. Absolument rien ne nous permet de le confirmer. Enfin, Jésus avait ça à portée de la main, disons. Est-il allé à Tsipori dans sa jeunesse? On n'en sait rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'en juif pieux, il n'a jamais voulu entrer dans cette ville païenne. Je ne sais pas. En tout cas, cette ville n'est absolument pas citée dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est une preuve à silencio, si vous voulez. Donc, on n'a pas toujours quelque chose à raccrocher à la Bible automatiquement, si vous voulez, directement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon. Alors, ça, c'est un point. Maintenant, si on veut parler... Alors, revenons maintenant à nos développements de l'archéologie. Donc, l'archéologie, nous l'avons dit, s'est développée de manière empirique.
Après la Première Guerre mondiale, alors des choses beaucoup plus sérieuses ont commencé sur ce plan-là. L'archéologie est devenue une véritable science. Et c'est entre les deux guerres mondiales que l'archéologie s'est véritablement développée. On peut dire que l'archéologie a eu trois périodes. L'avant-première guerre mondiale. Ou alors là, ça a été vraiment l'empirisme le plus total. Et puis ensuite, entre les deux guerres, la naissance de l'archéologie scientifique proprement dite. Et après la Deuxième Guerre mondiale, alors le développement, le grand développement actuel de l'archéologie biblique. Alors, entre les deux guerres, que s'est-il passé? Eh bien, les pays bibliques sont passés sous le contrôle des puissances occidentales. Elles sont devenues protectorats pour la plupart d'entre elles. L'Irak était sous contrôle britannique, finalement, comme l'était l'Égypte. La Syrie et le Liban étaient sous mandat français. Ce qu'on a commencé à cette époque-là à appeler la Palestine était sous contrôle britannique. Si bien que les puissances occidentales ont eu tout loisir pour justement développer l'archéologie. En effet, avant la Première Guerre mondiale, ces pays bibliques faisaient partie de l'Empire ottoman. Et ça ne simplifiait pas justement les fouilles. Parce que l'Empire ottoman, l'homme malade de l'Europe, était entièrement régi par des bakchiches. Et alors, les fouilles coûtaient des sommes considérables parce qu'il fallait graisser la patte aux fonctionnaires pour avoir les autorisations. Il fallait ensuite graisser la patte des ouvriers qui travaillaient, leur donner des primes chaque fois qu'ils trouvaient quelque chose. Ils volaient les objets pour les revendre ensuite. Bon, enfin, c'était épouvantable, n'est-ce pas? Faire des fouilles dans ces conditions-là ne permettait pas de faire des choses très très sérieuses. À partir du moment où ces pays bibliques ont été contrôlés par les puissances occidentales, ces derniers ont mis de l'ordre. Et alors se sont créées des écoles d'archéologie dans ces différents pays. Par exemple, les Britanniques ont créé donc un institut d'archéologie à Jérusalem. Les Américains ont fait de même. Les Français ont créé à Damas et à Beyrouth aussi des instituts d'archéologie qui ne donnaient des autorisations de fouilles, bien sûr, qu'aux gens qui avaient des compétences pour le faire. Les universités, par exemple, l'université américaine de Beyrouth aussi a créé un département d'archéologie qui a fait des fouilles aussi dans tous ces endroits-là. Les grands musées aussi avaient leurs antennes, par exemple le musée du Louvre qui a entrepris des fouilles, par exemple à Arasham Rougarit en Syrie dans les années 32-35 du siècle dernier, bon, etc. Hein. Donc là, on a pu commencer à faire des choses vraiment sérieuses. Parmi les pères de l'archéologie biblique, il faut citer le nom du professeur Albright. Professeur Albright, qui était donc le fils d'un pasteur méthodiste américain. Il est certain que c'était quand même des chrétiens qui ont été à l'origine de l'archéologie scientifique, parce que c'était des pays bibliques et que leur foi les amenait à faire des fouilles dans l'esprit de celui que j'ai indiqué tout à l'heure, au départ. Le professeur Albright est devenu le père fondateur de American School of Oriental Research, qui existe encore à Jérusalem aujourd'hui, et a été le premier à entreprendre des fouilles véritablement scientifiques. Les fouilles qui ont été entreprises par là se sont basées sur une découverte fondamentale qui a été effectuée dans ces années-là, alors que finalement, par exemple, des gens comme Garsteng ou bien des Allemands qui avaient fouillé donc avant la Première Guerre mondiale parce qu'il y avait des accords particuliers entre la Turquie et l'Allemagne, et c'était surtout les Allemands qui avaient travaillé donc dans ces régions-là avant la Première Guerre mondiale, mais les résultats de fouilles étaient particulièrement fantaisistes.
Ce qui n'avait pas empêché, par exemple, ces gens-là d'écrire des livres, par exemple, du professeur Matson, qui avait eu un certain succès, qui s'appelait La Bible à d'Ivray. Bon, ça doit se trouver encore, je ne sais pas si on l'a en bibliothèque, ça te dit quelque chose, Marc? La Bible à d'Ivray, non, il est peut-être plus édité quand même, parce qu'il est vieux maintenant. Enfin bon, quand j'étais jeune, c'était un livre qui courait toutes les bibliothèques des églises protestantes, en tout cas. Bon, il est intéressant, ce livre-là, si on pouvait le trouver éventuellement, il pourrait être intéressant sur un plan historique. Mais il est certain que beaucoup des résultats sont aujourd'hui contestables et contestés, quoi, parce que c'était de la plus haute fantaisie, même si bon, il y avait des choses intéressantes, tout n'était pas à rejeter. Dans les années 50, un autre best-seller repartait justement des prémices du professeur Matson. C'était un livre qui était écrit par un certain Werner Keller, qui était un Allemand. Il n'a pas de relation familiale avec notre ami Keller de Carré, du tout, bien qu'il a des cousins dans le monde entier, mais celui-là, c'est pas un cousin, pour une fois. Et donc, il a écrit un livre qui était alors beaucoup plus sérieux, qui s'appelait La Bible arrachée au sable. Ça, on a ça aussi, non? Comment? Bah oui, c'est ça, oui. Et qui était traduit en anglais par The Bible as History. C'est pareil, il date, bien sûr, aujourd'hui. Je pense qu'il n'est plus édité pour cette raison-là. C'est que, bon, il date, il a beaucoup de choses qui ne sont plus donc à l'ordre du jour, mais qui reprenaient justement aussi ces mêmes résultats. Parmi les pionniers de l'archéologie israélite, il faut citer le professeur Flinders Petrie. Le professeur Flinders Petrie a été un des premiers à fouiller donc en Palestine mandataire à cette époque-là, sous la domination anglaise, dans les années 20 du siècle dernier. Et il a fouillé un site qui s'appelait Tel el-Chessi. Bon, il faut dire que, si vous voulez, en gros, l'archéologie moyen-orientale est un sport, si j'ose dire, relativement facile. Pourquoi? Parce que ce que justement le professeur Werner Keller a appelé le croissant fertile, ce qui était devenu, entre les deux guerres, une expression courante quand on parlait du Moyen-Orient. Il avait fait la constatation suivante. Le Moyen-Orient est un vaste désert qui est arrosé par deux grands systèmes hydrauliques. Le premier, le Tigre et l'Euphrate, qui donne naissance à la Mésopotamie, et le deuxième, la vallée du Nil. Et il est intéressant de constater que c'est sur les rives de ces deux fleuves, enfin ces trois fleuves, si on prend le Tigre et l'Euphrate, enfin c'est un seul système hydraulique finalement, que sont nées les plus anciennes civilisations. Pour des raisons évidentes, parce qu'il y a de l'eau, parce que ce sont par conséquent des pays fertiles. Vous connaissez tous évidemment la fameuse phrase d'Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. Bon, on pourrait en dire autant de la Mésopotamie finalement. Et à peu près en même temps, aux aurores de la civilisation, naissent dans ces deux vallées la Mésopotamie, donc le pays entre les deux fleuves, c'est la signification du mot Mésopotamie, Mésopotamos, c'est-à-dire le pays entre Potamos, les fleuves, hein, et l'Égypte, donc naissent deux civilisations à peu près à la même époque, c'est-à-dire, disons, à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ environ. Ces deux civilisations, évidemment, se développent indépendamment l'une de l'autre dans un premier temps. Elles sont à la fois identiques et différentes. L'Égypte va se développer essentiellement à partir de la pierre taillée dans le roc, et puis aussi pour ce qui est de l'écriture qui naît à la fois en Mésopotamie et en Égypte, aussi à peu près à la même époque. Le matériau sur lequel les Égyptiens vont écrire, outre la pierre, ça va être le papyrus, la plante qui pousse sur les bords du Nil, dont on fait une espèce de papier, l'ancêtre de notre papier, le papyrus. Tandis qu'en Mésopotamie, la pierre manque. Par contre, le limon charrié par les fleuves est omniprésent.
Et le matériau avec lequel on va construire ne sera pas la pierre, comme c'est le cas en Égypte, mais la brique cuite, ou la brique crue d'ailleurs au départ, puis ensuite la brique cuite. Cette brique va être aussi le matériau sur lequel on va écrire. La brique, quand elle est molle, quand l'argile est molle encore, on prend un poinçon, ou différents poinçons de différentes tailles, différentes formes, et on va donc graver dans l'argile molle un certain nombre de signes. Puis on cuit la tablette, et on peut dire que le texte est fixé pour l'éternité, puisqu'on le retrouve intact encore aujourd'hui. Donc ici, deux systèmes à la fois différents. Maintenant, si on prend une carte du Moyen-Orient, on se rend compte qu'entre ces deux systèmes, il y a un troisième système beaucoup plus petit, qui est le système constitué par l'Oronte, le Litanie, et qui se prolonge par le Jourdain jusqu'à la mer Rouge, la grande faille de la mer Rouge, le golfe d'Élat ou golfe d'Aqaba. Toute cette région, qui va être aussi fertile, bien entendu, parce qu'elle va être arrosée par ces deux fleuves, est une région beaucoup plus réduite géographiquement, beaucoup moins importante, beaucoup moins grande que ne l'est la Mésopotamie et l'Égypte. Et finalement, cette région, que l'on peut appeler donc région de Syrie, Liban, Israël moderne, si vous voulez, cette région va être beaucoup plus une région de contact qu'une région sur laquelle va naître une civilisation. C'est-à-dire c'est une terre de passage, car très vite, on ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. Et ces deux civilisations, la civilisation égyptienne et la civilisation mésopotamienne, vont chercher à communiquer. Communiquer par mer, mais communiquer aussi par terre. Et évidemment, quand vous prenez une carte du Moyen-Orient, vous vous rendez compte que la seule région de communication possible entre ces deux grands centres de civilisation, c'est cette région Liban, Syrie, Israël. Et alors justement, ces deux civilisations très vite entrent en contact parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont complémentaires sur le plan des échanges commerciaux possibles. Mais les hommes sont ce qu'ils sont. Non seulement il y a des échanges commerciaux, culturels aussi, automatiquement. Les marchands sont toujours des gens qui exportent les idées. Les marchands, non seulement transmettent les marchandises, mais transmettent les idées. Pas pour rien que Paul était faiseur de tentes, par exemple. Alors, ceux qui sont commerçants aussi, au milieu de nous, c'est un moyen d'évangélisation formidable, même si aujourd'hui l'évangélisation c'est quelque chose de réduit, mais enfin, bon. Et donc, il y a ça, échange d'idées, échange de marchandises, toutes sortes d'échanges. Il y a des conflits qui naissent aussi. Et alors il y a des guerres. Et ces deux grands centres de civilisation vont se faire la guerre. Et quel va être le champ de bataille? Un simple coup d'œil sur la carte vous le montrera. Israël a toujours été, dans toute son histoire, un champ de bataille. Israël a vocation d'être champ de bataille. C'est pourquoi, quand la paix véritable, j'entends, sera instaurée au Moyen-Orient, et ça les nations le sentent bien, ce sera la paix mondiale qui sera instaurée. Et c'est pourquoi justement tous les efforts aujourd'hui de pacification du monde par le commerce, la mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est le commerce. Vous voyez, là on est aux aurores de l'humanité, mais on est aussi dans notre temps. Eh bien, c'est aussi par le commerce et par les échanges d'idées, la démocratie, le brassage des opinions, la tolérance et tout ça, comment dirais-je, le comment on appelle ça, enfin, les idées multiples, quoi. Eh bien, ça passe par le Moyen-Orient. Kipling disait ceci, la Palestine, c'est la boucle de la ceinture qui enserre le monde. Celui qui contrôle ce pays contrôle le monde entier. Et ça reste vrai aujourd'hui. C'était vrai aux aurores de l'humanité, et c'est vrai encore au XXIe siècle. Ça reste une loi géographique, géostratégique. Alors donc, c'est dans cette région
qui forme grosso modo un croissant. Si vous partez de l'Égypte, hein, vous passez par justement Israël, Liban, Syrie, et vous rejoignez la Mésopotamie, le Golfe Persique, ça fait grosso modo un croissant. C'est pourquoi le professeur Werner Keller a parlé du croissant fertile. Et dans ce croissant fertile, comme on l'appelle, eh bien finalement, naît la civilisation. La civilisation, comment est-elle? Ben, c'est un grand mystère. La civilisation, elle apparaît d'un seul coup. D'un seul coup. Je dirais totalement constituée. Il n'y a pas une évolution, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Mais les langues anciennes qu'on connaît maintenant, justement, parce qu'on peut les déchiffrer, ce sont des langues parfaites, extrêmement complexes, extrêmement riches, capables d'exprimer au moins tout ce que nos langues modernes sont capables d'exprimer, peut-être même plus. Et là, il y a un phénomène qui est extrêmement étonnant pour tous les linguistes, c'est de constater que les langues anciennes sont beaucoup plus complexes que les langues modernes. Et là, on est dans le contraire même du schéma évolutionniste qui veut qu'on aille du plus simple au plus complexe. En linguistique, c'est exactement l'inverse. On va du plus complexe au plus simple. Et les langues ont tendance à se simplifier jusqu'à notre basique là, d'ordinateur aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles ont tendance, les langues ont tendance à s'appauvrir, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc la pensée, parce que la langue c'est la pensée a tendance à s'appauvrir. Alors sommes-nous plus intelligents que nos ancêtres? N'importe qui, si vous demandez ça à l'homme de la rue, il vaut moins, mais bien évidemment. Pas sûr. Bon, passons. Donc ici la civilisation apparaît. Elle apparaît sous trois formes finalement. Une forme nomade, donc avec des tribus qui nomadisent dans ces déserts, allant de point d'eau en point d'eau. Une forme sédentaire, au moment où apparaît l'agriculture. Et des colonies agricoles se créent un peu partout dans les vallées des fleuves, parce que c'est là qu'elles peuvent exister, bien sûr. Dans le désert, c'est hors de question. Dans le désert, il n'y a que le mode de vie nomade, ça veut dire l'élevage du bétail, qui permet de survivre. Et puis, chose étonnante, en même temps qu'apparaît la culture du sol, apparaît l'urbanisation. Les premières villes apparaissent. Et ça, dès les origines de l'humanité, dès les origines Et avec... bon, il y a une période où les villes ne sont pas fortifiées, première période, ce qui laisse entendre qu'il y avait un état de paix. Et puis très vite, très très vite alors, les villes se dotent de fortifications absolument gigantesques. Comme si soudain, le caractère paisible de l'humanité des origines avait fait place à des périodes extrêmement troublées. Bon. Et alors, justement, ce sont ces villes qui vont servir essentiellement de point où on va pouvoir faire des fouilles archéologiques. Parce que ces villes sont facilement repérables, les villes anciennes. Ce n'est pas le cas dans nos pays, mais au Moyen-Orient, c'est très très facile. Pour une bonne et simple raison. C'est que finalement, les sites anciens où il est possible de créer des villes sont peu nombreux, nonobstant la présence de ces grands fleuves dont nous avons parlé. Parce que pour créer une ville dans le désert, parce que ces pays, même arrosés par les fleuves, restent des déserts, pour créer des villes dans le désert, il faut trois choses. La première chose, absolument indispensable, sine qua non, c'est un point d'eau. Un point d'eau. Dans le désert, l'eau, c'est la vie. D'ailleurs, vous avez ça, c'est un des thèmes de la Bible, constamment. Un point d'eau.
Alors un point d'eau, c'est quoi? C'est soit un cours d'eau, justement, le Nil, le Tigre, l'Euphrate, le Jourdain, le Litani, l'Oronte, ce que vous voudrez, soit une source qui jaillit comme ça, naturellement, Jérusalem par exemple, qui dépend au départ de la source de Gihon, l'unique source qu'il y a dans toute cette région. Bethléem, pareil, source de Bethléem dont il est question dans la Bible. Bon. Jéricho, pareil, le Wadi Kelt qui coule par là, qui permet à la ville d'être alimentée en eau. Point d'eau, ça peut aussi éventuellement, mais là c'est beaucoup plus complexe, être un puits. Un puits qu'on va chercher à une profondeur plus ou moins importante. C'est le cas de Beersheba, par exemple. Abraham qui creuse un puits à Beersheba. Pourquoi? Parce que la ville est créée dans le lit d'un wadi. Un wadi, ou un wed, on dit en français. Wadi, c'est en anglais. Un wed. Un wed, c'est quoi? C'est un torrent qui coule dans le désert quand il pleut, c'est-à-dire peut-être 10 jours par an, quoi. Alors, disons, en tenant compte du fait que, bon, après les pluies, le torrent peut couler encore un certain temps. Bon, disons que vous avez un mois et demi par an à peu près où le torrent coule. Mais, si vous voulez, l'eau peut pénétrer dans la terre et vous pouvez avoir des nappes d'eau souterraines. Et alors, en creusant dans le lit du wadi, vous pouvez trouver des sources. Vous pouvez trouver des nappes d'eau, ce n'est pas des sources, ce sont des puits. Alors, c'est déjà une technologie sophistiquée, parce qu'il faut il faut creuser, parfois assez profond. Ensuite, il faut faire monter l'eau, etc. Bon, alors, on peut avoir carrément la citerne. La citerne, alors là, ça exige bien entendu des technologies encore beaucoup plus raffinées, c'est-à-dire creuser des réservoirs, soit des réservoirs creusés dans du rocher, par exemple, qui permettent de recueillir les eaux de pluie que l'on emmagasine pour le reste de l'année. Là, on n'est même plus dépendant d'un puits, on n'est même plus dépendant d'un cours d'eau, on est uniquement dépendant des précipitations et on a, si vous voulez, calculé la capacité des citernes de manière telle que les pluies accumulées pendant les quelques jours de précipitations permettent justement d'alimenter la ville pendant tout le reste du temps. Ça, c'est sophistiqué. Donc ce sont des villes relativement récentes qui peuvent être créées de cette manière-là. Bon. Donc premier point, un point d'eau. Ça c'est la première chose. Deuxième point, pour créer une ville, nous avons vu que très vite, les hommes aux origines ont été belliqueux, donc une possibilité de défense. Bon, en stratégie, quel est l'endroit le plus facile à défendre? Tous les scouts que vous êtes vont répondre comme un seul homme. Oui, une colline, une éminence. Une éminence. Bon. Une éminence qu'on va pouvoir fortifier. Ça, c'est la deuxième condition. Maintenant, cette éminence-là, attention, elle doit être à proximité du point d'eau. Puis il faut une troisième condition, bien sûr. La première chose importante, c'est de boire. La deuxième chose, c'est de se défendre. Mais on ne peut pas vivre qu'en buvant. Il faut manger. Donc, il faut avoir un moyen de subsistance. Alors, quels sont les différents moyens de subsistance possibles? L'agriculture. Donc, avoir des possibilités de cultiver la terre à proximité de la ville. Ah, ce n'est pas toujours possible. Si vous avez une ville dans le désert, vous n'allez pas pouvoir cultiver. Par contre, vous avez d'autres moyens de subsister. Le Moyen-Orient est traversé par des routes extrêmement importantes. Des routes qui font communiquer justement la Mésopotamie et l'Égypte, ou si vous voulez, l'Afrique avec l'Asie, jusqu'à aujourd'hui. Et alors évidemment, le long de ces routes, ces grandes routes internationales, circulent
des guerriers, mais circulent aussi des marchands, les caravanes. Alors évidemment, on ne voyage pas à la vitesse du son à cette époque-là, vous imaginez bien. Et alors justement, le long des routes, c'est très intéressant pour ces caravaniers, ces marchands, de trouver des villes-étapes. Des villes où on va pouvoir se reposer, on va pouvoir trouver à boire, on va pouvoir trouver à manger, on va pouvoir trouver à se reposer, éventuellement aussi à commercer. Bon. Alors vous allez avoir des villes qui vont être créées, qui n'auront d'autre vocation que commerciale. Et alors évidemment, on fait payer aux marchands qui viennent y séjourner une taxe de séjour. On leur fait payer l'eau qu'ils boivent, on leur fait payer le foin que mangent leurs ânes et leurs chameaux. Voilà, on vit de ça. On leur fait payer des taxes. Taxes de passage sur les caravanes, sur les marchandises qu'ils transportent. On vit de ça. Vous avez d'autres raisons de vivre, si j'ose dire, des raisons uniquement stratégiques. Vous avez des villes qui n'auront d'autre but que de protéger, par exemple, un endroit particulièrement exposé. C'est le cas de Megiddo. On aura l'occasion d'y revenir. Alors là, tant pis, la ville est suffisamment importante pour que on fasse venir la nourriture de très loin. L'approvisionnement. Ces villes sont assez vulnérables dans ce sens, justement, qu'elles dépendent pour leur approvisionnement parfois d'apports qui viennent d'assez loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des entrepôts, on va mettre des magasins, des silos à grains pour que, justement, en cas de problème, au cas où les communications avec l'arrière-pays seraient coupées, on ait quand même de quoi tenir un certain temps, jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Quatrième possibilité pour les villes, une raison administrative. Une capitale, par exemple. Et c'est le cas pour Jérusalem. Jérusalem n'est pas une ville qui est située dans une région cultivable et dans les montagnes sèches. D'ailleurs, son nom, c'est Sion. Sion, ça vient du mot Tsia, sécheresse, désert. On est à la limite du désert. Pas de possibilité, à l'époque ancienne en tout cas, de cultiver. Après, on arrivera à cultiver les terrasses. Bon, il y aura des systèmes qui vont permettre de cultiver les environs de Jérusalem. Mais au départ, il n'y a pas de culture possible. Bon. Mais Jérusalem occupe une position stratégique. Au sommet de la ligne de partage des eaux, au sommet de la montagne, la chaîne de montagnes nord-sud qui traverse tout le pays depuis le Taurus, depuis l'Anatolie, la Syrie actuelle, jusqu'à la mer Rouge, passant par les montagnes du Negev et tout ça. Le Sinaï, ensuite ça se prolonge dans le Sinaï. Bon. Et là donc passe la grande route des crêtes, qui longe les crêtes, du nord au sud. Passent aussi les routes qui vont d'est en ouest, ça veut dire qui viennent depuis la Transjordanie au travers du désert, la route de Jéricho, traversent la montagne, qui redescend en direction de la mer, de Jaffa, jusqu'à aujourd'hui Tel Aviv. C'est une route encore aujourd'hui qui est la même, ça n'a pas changé. Bon. Donc c'est un endroit stratégique essentiel, qui contrôle Jérusalem, contrôle toute la montagne, donc tout le pays. Alors David en prend le contrôle et en fait sa capitale. C'est génial, sur un plan géostratégique. La capitale. Mais sa vocation, c'est simplement une vocation de capitale. Elle n'a pas d'autre vocation. Même pas les caravanes ne passent pas par là, parce que c'est la montagne. On passe dans la route qui suit la côte. Donc la vocation est uniquement administrative. Mais c'est vrai que pour administrer le pays, au centre du pays, c'est génial. Voilà. Enfin, dernière raison qui peut expliquer l'installation d'une ville, c'est une raison religieuse. Certaines villes n'ont d'autre vocation que d'être un centre religieux, à cause d'une tradition ancienne qui est née dans cette région. Qu'est-ce que je vais vous dire? Petra, par exemple. Bon, il y a aussi une raison stratégique un peu, ça peut servir de refuge. Mais enfin, là, il y a des temples, tombeaux, il y a tout un ensemble, un vaste système religieux
on voit bien que la vocation essentielle de Pétra, c'est d'être un centre religieux. C'était un centre de pèlerinage, de toujours, pour les populations qui étaient dans cet endroit-là. Parce que c'est perdu en plein désert, pour eux c'est quasiment inaccessible. Il faut la ravitailler constamment. Bon, l'eau, il y en a un peu, mais enfin, il y a des sources quand même. Bon. Mais voilà. Donc, je résume. 3 conditions pour créer une ville. Un point d'eau, une éminence sur laquelle on va pouvoir se défendre, et enfin, dernier point, une activité économique, disons. Économique, parce que finalement, religion, c'est aussi pèlerinage, hein, ça nourrit son homme, hein, pas vrai, à Sainte-Anne. Bon. C'est une activité économique. Le religieux, c'est une activité économique. L'administration, il y a des gens qui sont dans l'administration, ils savent aussi que ça paye son homme. Bon, c'est pareil. Or, finalement, quand vous faites le recensement de tous les sites au Moyen-Orient qui répondent à ces 3 conditions, ils ne sont pas si nombreux que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc ici votre point d'eau, par exemple. Voilà. Source. Vous avez la chance d'avoir à quelques distances, je vais faire en autre couleur, en vert, en du vert. Vous avez une petite éminence comme ça. Puis là, vous avez des champs que vous pouvez cultiver. Alors viennent des habitants, première vague d'habitants, nous sommes en 3100 avant Jésus-Christ, les habitants qui arrivent, construisent des murailles, puis ensuite ils construisent leur ville, une maison. Voilà. Bon. Seulement vous avez un autre problème au Moyen-Orient. Vous avez ça, ces réflexions dans la Bible, un antagonisme permanent entre les Bédouins et les sédentaires. Les Bédouins, évidemment, pour eux, les pays habités, les villes, c'est le pays de cocagne. D'ailleurs, vous avez ça dans la Bible. Quand les Israélites sont dans le désert, le pays où coule le lait et le miel. Et à quoi rêvent les Bédouins? Eh bien, d'abord, de s'emparer des richesses de ces gens-là, qui sont beaucoup plus riches qu'eux. Les sédentaires sont beaucoup plus riches. Et jusqu'à une époque récente, d'ailleurs vous avez ça dans l'islam, le Coran, la loi du Redzu. Qu'est-ce que c'est le Redzu? C'est une activité au cours de laquelle les Bédouins arrivent dans le pays sédentaire par surprise, ils massacrent, ils pillent, ils emportent ce qu'ils veulent, et tout ce qu'ils peuvent, ils l'emportent dans le désert. Exemple, les Madianites à l'époque de Gédéon, les Amalécites, etc. etc. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez forts pour occuper le terrain. Hein? Ils profitent de l'attaque surprise. Hein? Le Redzu, c'est la surprise. Puis ils décampent. Ils décampent après, puis allez les chercher dans le désert. Si par malheur, la civilisation en place se délite, et c'est toujours... Si vous voulez, les civilisations suivent toujours cette courbe-là. Une période avec une apogée, puis ensuite un déclin plus ou moins long. Voilà, décline. C'est toujours le schéma d'une civilisation. Quand la civilisation est sur son déclin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Bédouins, eux, en profitent, quoi. Si la civilisation est déliquescente, non seulement ils en profitent par le Redzu, mais ils se sentent assez costauds pour venir la supplanter. Hein? C'est ce qui s'est passé pour les Israélites. La civilisation cananéenne était sur son déclin, elle a été minée par toute l'immoralité qui l'a caractérisée, tant et si bien que les Israélites, peuple du désert, qui étaient moins forts, moins puissants au point de vue militaire que les Cananéens, même s'il y avait les miracles de Dieu, a pu s'emparer du pays de Canaan. Hein? Ça c'est classique. Et vous avez cette loi constamment dans l'histoire du Moyen-Orient. Les Bédouins viennent toujours s'emparer des civilisations. Qu'est-ce qu'ils font? Alors ils mettent le siège contre la ville, et puis, patatras, ils la détruisent. Ah, ils détruisent. Ils s'en emparent. Ils détruisent tout. Hein. Tout.
Ils en font un amas de ruines. Donc, des ruines, des ruines, des ruines, des ruines, des ruines. Il ne reste plus rien. Bon. Qu'est-ce qu'ils font les Bédouins? Ils viennent pour s'établir. Bon, où est-ce qu'ils vont construire leur ville? Si vous voulez, ils sont soumis aux mêmes impératifs que ceux qui sont venus avant eux. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un point d'eau, ils ont besoin d'une éminence, et ils ont besoin d'une activité économique. Or, ils sont là, ils disent, voilà, on est maître du pays, maintenant, où est-ce qu'on va s'installer? Un point d'eau, il y en a un là, une éminence, il y en a un là, des champs cultivables, il y en a là, on serait bien bête de ne pas s'installer là où se sont installés ceux qui étaient avant nous. Alors, ils font place nette, ils égalisent bien ici le terrain, et paf, ils vont vous reconstruire une deuxième ville. Voilà. Ça, c'est la ville de la civilisation qui est venue après. Et voilà, même cycle. Donc la courbe, ça redescend, déclin de la civilisation. Vient une troisième vague d'envahisseurs du désert. Et le processus recommence. Ils vous démolissent cette ville-là, donc ils en font un amas de ruines. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réinstaller dessus. Alors ils tassent bien ici les ruines qu'ils ont faites et reconstruisent leur ville. Voilà. Vient une quatrième et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un temps, vous avez comme ça les ruines de différentes villes qui s'accumulent les unes sur les autres. Et vous avez un empilement de débris comme ça, qui vient au-dessus du sol vierge, au fur et à mesure que les envahisseurs viennent s'installer. Jusqu'à un moment où, vous voyez ce qui se passe aussi là. La surface se restreint. Ok? Et vient un moment où la surface est tellement restreinte que les envahisseurs nouveaux ne peuvent plus s'y installer. Alors il est abandonné. Et ils s'en vont s'installer ailleurs. Alors vous avez, dans le paysage moyen-oriental, des collines comme ça, qui sont des collines artificielles, qui sont typiques du paysage du Moyen-Orient, du tout le croissant fertile, et qui de loin ressemblent, si vous voulez, à des espèces de volcans éteints, parce que ce sont des collines régulières, avec un sommet qui est plat, pour une bonne et simple raison, parce que c'est la dernière occupation. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Arabes appellent des tels. Tel, ça veut dire une ruine en arabe. Par exemple, et tel, la ruine. Vous avez beaucoup d'endroits qui s'appellent et tel en arabe. Ça veut dire, là on sait que c'est une colline artificielle. Tel Aviv. Ça se dit en arabe ou en acadien. Voilà. Tel qui date d'avant le déluge. Et en Mésopotamie, vous avez beaucoup de villes qui portent ce nom-là, des tels qui datent d'avant le déluge. La tradition que ces tels-là datent d'avant le déluge s'est conservée jusqu'à aujourd'hui, chez les Arabes. Et c'est là justement qu'intervient notre brave sœur Slinder Petrie, dont on parlait tout à l'heure. Il fouillait le site de Tel el-Khessi. Tel el-Khessi, dans le sud du pays d'Israël. Et alors, il a eu une idée de créer une tranchée, de creuser une tranchée là-dedans, pour essayer de trouver le sol vierge. Alors là, il a creusé, à la verticale, jusqu'au sol vierge. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose de tout à fait intéressant. Voilà, si vous voulez, par exemple, vous descendez un bonhomme au fond de la tranchée, là. Voilà. Puis le bonhomme, il va regarder comme ça. Alors maintenant, ici, je fais, si vous voulez, ce que le bonhomme va voir, là. Hein. Je vous le dessine. Qu'est-ce qu'il voit? Quelque chose comme ça.
Et puis ici, le sol vierge. C'est-à-dire, il voit comme une espèce de millefeuille, si vous me comprenez. Ça veut dire, il voit les empilements des différentes couches. Bon, là, c'est schématique, hein. Dans la réalité, c'est plus complexe que ça, bien sûr, parce que vous avez des inégalités de terrain, vous avez toutes sortes d'accidents qui font. Mais grosso modo, c'est ça. Et Surflinder-Petrie a été le premier à se rendre compte de ce qu'on appelle justement ici la stratigraphie. C'est-à-dire, les villes se sont accumulées comme des strates. Ça veut dire que celle qui est ici, les ruines de la ville qui sont ici, sont les plus récentes, et celle-là est la plus ancienne. Ok ? Vous comprenez ? Plus on descend dans les strates, plus les villes sont anciennes. Plus on remonte, plus elles sont récentes. Et cette découverte de Surflinder-Petrie à Tel el-Kressi dans les années 20 du siècle dernier a été le point de révolution de l'archéologie au Moyen-Orient. Parce que maintenant on avait une possibilité de créer une chronologie. Pas une chronologie absolue encore, mais ce qu'on appelle une chronologie relative. Ça veut dire, on dit, cette couche est plus récente, cette strate est plus récente que celle-là, celle-là est plus récente que celle-là, celle-là est plus récente que celle-là, celle-là est plus récente que celle-là, ainsi, etc. Vous avez des villes, par exemple à Megiddo, où vous avez plus de 20 strates, 20 villes qui sont accumulées les unes au-dessus des autres. À Jéricho, vous n'en avez que 9. Bon. Mais enfin, voilà, ça aussi entre ça et ça. Okay. Alors, quand on fait une fouille, on essaie d'abord justement de définir ça. On commence par faire une tranchée d'exploration, comme on appelle. C'est maintenant la technique qui a été employée depuis Surflinder-Petrie. On crée cette tranchée d'exploration et on fait la stratigraphie. Et alors, on numérote les couches à partir du haut jusqu'en bas, en chiffres romains. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, ici, on est à Jéricho, là. Il en manque un. Bon, on va faire ici. Hein. Voilà. Et ça, c'est Jéricho, 9. Voilà, c'est Jéricho. Alors, on va trouver, par exemple, ici, un objet. Quel est l'objet le plus courant qu'on trouve ? Les objets de la vie courante. Comment ? Non ? Quelqu'un qui a dit ? Poterie. On a besoin de manger. Vous mangez dans de la vaisselle. La poterie a été inventée dès les origines de l'humanité. Alors vous trouvez une poterie, par exemple, je ne sais pas moi, un bol. Hop là, on le trouve là. Ah, alors il est numéroté. Attention, couche 1. Un objet en archéologie, c'est pour ça qu'on ne laisse absolument aucun amateur fouiller, un objet doit toujours être répertorié in situ, à l'endroit où il a été trouvé, comme il a été trouvé. Quand vous dégagez un objet en archéologie, la première chose à faire, vous le photographiez in situ. Parce que l'endroit où il a été trouvé, la position dans laquelle il a été trouvé, est aussi importante que l'objet lui-même. Parfois plus importante que l'objet lui-même. Ce qu'on appelle les fouilles sauvages, qui sont faites par des pillards ou des gens comme ça, si vous voulez, ça vous sabote l'essentiel du travail. Donc, couche 1. Alors, vous mettez ensuite une étiquette, couche 1. Vous allez voir qu'ensuite, il n'y a pas que les couches. Vous trouvez ici une jarre. Voilà, une jarre comme ça. Bon. Couche 2. Donc, vous savez que cette jarre-là, elle est plus ancienne que celle-là, que ce bol, et ainsi de suite. Vous comprenez ? Voilà le principe ici de l'archéologie du Moyen-Orient. Partout au Moyen-Orient, c'est ce principe-là. Compris ? Bon, si vous avez des questions ? Est-ce que c'est à cause de cette découverte-là que justement il y a l'erreur avec les strates dans la nature ? Rien à voir. Justement, c'est ça. Strictement rien à voir. Est-ce que c'est ce problème-là ? Non, non. À cause de ça ou pas ? Non, parce qu'ici c'est une question simplement, c'est l'activité humaine qui a créé ces strates. C'est pas naturel. Et les scientifiques n'ont pas confondu justement ?
Si, c'est possible. Parce que comme C'est possible. Picasso disait que C'est possible, c'est possible. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la stratigraphie en géologie. Ça n'a rien à voir. Parce que ça, c'est le résultat de l'activité humaine uniquement. Et quand on arrive au sol vierge, nous, on ne s'occupe plus des archéologues. C'est terminé, là. Là, ça ne nous intéresse plus. Ça, c'est les géologues. Nous, on n'en a rien à faire. Rien à faire. Ok, autre question? Vous disiez qu'il y avait des tels qui dataient d'avant le déluge. Ils n'ont rien retrouvé. Si, si, si. Par exemple, alors justement, c'est intéressant ce que tu dis là. À Ur, ça a été la grande découverte de Sir Leonard Woolley. Ça a été stupéfiant, ça a été une des premières confirmations de la Bible. C'est qu'il a trouvé les traces du déluge. Alors il avait son tel dur, hein, et alors il a commencé à fouiller, couche 1, couche 2, etc. etc. Hein. Puis le voilà qui arrive au sol vierge. Et voilà. Il arrive au sol vierge. Bon. Alors, ses collaborateurs disent, bon, ben, non, hop, on va boire un verre et puis on arrête là. Oui, il a été pris d'un doute. Vous savez, en archéologie, le flair joue pour beaucoup. Hein. Enfin, ça jouait pour beaucoup, justement, c'est ça aussi maintenant, on ne veut plus de flair, on veut que tout soit scientifique, mais bon, quelquefois. Alors, il avait creusé sa tranchée, donc il était arrivé au sol vierge. Il a dit à ces gars, vous continuez à creuser. C'est fou, ça ne sert plus à rien, on est au sol vierge. Vous creusez quand même. Continuez à creuser, sous le sol vierge. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres. Oh, il y en a assez maintenant. On continue encore un peu. 9 mètres. Paf. Qu'est-ce qu'il retrouve? D'autres strates. Des restes de poterie, des restes de métaux, des objets d'art, etc. 3-4 couches encore. Tout ça, c'est du dépôt alluvial, sur 8 mètres, sur plus de 8 mètres d'épaisseur. Du dépôt alluvial. Entre Ur, donc ici, d'après cette période-là, et l'Ur d'avant, qui existait avant. Bon. Ce sont des traces automatiquement dépôts alluviaux, avec des coquillages, des fossiles, des trucs comme ça. C'est donc une gigantesque inondation qui a détruit les villes. Or, en faisant le calcul justement de l'importance de ce dépôt sédimentaire, on a la certitude que ce n'est pas seulement la ville d'Ur qui a été détruite par ce cataclysme-là, mais tous les environs. Alors il a creusé dans les villes voisines, Lagash, Urur, Calné, etc. Et toc, il a retrouvé trace du déluge. Ça a été la première confirmation de la Bible de ça, justement dans les années 30, entre les deux guerres. C'était fouille dure, particulier. Et puis de la Mésopotamie, partout en Mésopotamie, on retrouve ce phénomène-là. Partout. Babel, Ninive, etc. Enfin, partout. Autre question? Et comment on détermine l'épaisseur des couches? Ah bah tu prends un mètre et puis tu mesures. Qu'est-ce qui montre qu'on passe à une autre couche? Ah bah tu le vois, c'est comme un sandwich, quoi, quand tu passes du jambon au fromage, quoi. C'est pas pareil. Tu vois bien que... Oui, des changements de pierre, de construction, de style, de tout, quoi. Hein. Oui, c'est pareil. Comment? Autre question? Bon, on continuera la prochaine fois.